tous et bienvenue sur Question d'organisation. On se retrouve aujourd'hui en vrai, en face à face, pour le bilan du Cold Winter Challenge. J'avais au total 20 livres à lire. Pour ce Cold Winter Challenge, on avait au total 16 sous-catégories à remplir. Et moi j'avais sélectionné 20 livres au total. J'en ai lu 18, donc j'estime que mon Cold Winter Challenge c'était plutôt une réussite. J'ai rempli toutes les sous-catégories, j'ai lu à chaque fois au moins un livre pour chaque sous-catégorie, donc mission accomplie. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas, avec les mots-clés romance de Noël, amour et amitié. Et j'avais choisi un livre que j'avais déjà dans ma liseuse depuis un petit moment, qui s'appelle Cher Père Noël, j'arrive, de Laura Muller. Je ne pouvais pas trouver un meilleur livre que celui-ci pour remplir cette sous-catégorie. Dans cette histoire, on suit Juliette qui a décidé un petit peu sur un coup de tête de partir au pays du Père Noël pour passer ses vacances de fin d'année. On nous dit que d'habitude elle fait ça en famille, mais manque de peau cette année-là, personne n'est disponible et elle se retrouve toute seule. Et elle fait la rencontre de Julien. Il a l'air d'avoir un sale caractère. Alors évidemment, comme c'est un livre romance, il n'y a pas de gros suspense. Mais bon, c'était sympa, j'ai bien aimé, ça se lisait très vite. C'était très rapide, mais c'était très bien. Ça tombait au bon moment aussi pour moi, donc c'était parfait. La deuxième sous-catégorie, c'est Lettres au Père Noël, avec les mots-clés épistolaire et jeunesse. Et là j'avais choisi deux livres et j'ai décidé de partir sur Les Oiseaux du Temps. Et là on suit deux personnages qui s'appellent Bleu et Rouge. C'est un roman de science-fiction, on voyage énormément dans le temps et dans l'espace et ces deux personnes-là communiquent par lettres interposées, mais elles ont accès à cette lettre qu'elles peuvent lire une unique fois avant qu'elles se détruisent. Ces messages interposés, ils sont échangés assez bizarrement, ils peuvent se retrouver dans des monuments, dans le sang d'animaux, enfin c'est très particulier, c'est très science-fiction. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que ça m'a plu, mais pas tant que ça. La science-fiction, c'est pas vraiment mon genre littéraire. Ceci dit, la romance entre les deux personnages et la façon dont elles s'échangent des messages, des lettres, je trouvais ça magnifique. C'était vraiment beau, j'étais à fond dedans. Et puis la fin, vous êtes pas prêts. La troisième sous-catégorie, c'est Danse de la Fée dragée. Et là, on avait les mots-clés fée, univers onirique et fantasy. Et là, pour le coup, j'avais deux livres qui rentraient dans cette catégorie et j'ai fini par lire les deux. J'avais sélectionné d'Estelle Faye, L'Arpenteuse de rêve, qui m'a plu sans trop me plaire, puisque c'est de la fantasy, mais young adulte. Et du coup, moi, young adulte, j'ai souvent du mal parce que c'est trop souvent pas assez mature pour moi. Ceci dit, on est vraiment plongé très rapidement dans l'univers qui a été créé. L'écriture, elle est hyper fluide et du coup, on n'a pas de soucis pour être imprégné du récit. Et dans L'Arpenteuse de rêve, on suit Miri et ses amis. Et Miri, elle est une arpenteuse de rêve, c'est-à-dire qu'elle peut manipuler à sa guise les rêves d'autres personnes. Le souci, c'est qu'au début du roman, sa sœur décède à la suite d'une manipulation de rêve, justement. Et elle se fait la promesse de ne plus jamais intervenir dans les rêves de qui que ce soit. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu, hein, vous vous en doutez. Pour moi, le gros plus de ce livre, c'est vraiment la construction de l'univers et la variété de personnages. Les amis de Miri, sa famille, c'était vraiment bien construit. Les mœurs ont vraiment été travaillées, la culture autour de la ville de Miri, c'était vraiment travaillé et ça m'a beaucoup plu. Je pense que ça aide énormément aussi à plonger dans le récit. Ceci dit, pour moi, petit bémol au niveau de la psychologie des méchants qu'on retrouve dans le roman, pour moi c'est pas assez mature et c'est pas assez appuyé et je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi dans ce récit. Et le deuxième roman que j'ai sélectionné, que franchement je regrette pas du tout, c'est Piranèse de Susanna Clarke. J'ai adoré, vraiment. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures de 2022. Je m'avance ceci dit, hein, puisqu'on est seulement au mois de mars, mais vraiment Piranèse, gros coup de cœur. Alors si vous avez regardé ma mise en page du Cold Winter Challenge, vous savez très certainement que j'avais un petit peu peur pour cette lecture parce que c'est
un univers très 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 poétique, onirique, et on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarque. Et du coup, j'avais vraiment peur, hein, je vous jure, j'avais vraiment peur que ça me barbe, que ça me plaise vraiment pas, que ça soit contemplatif à souhait et qu'il se passe rien du tout. Donc j'avais vraiment, vraiment très peur. Et on embarque dans un univers qu'on n'a jamais vu auparavant. Puisque Piranèse, il vit dans un palais infini avec des pièces innombrables décorées de statues façon statues grecques. D'ailleurs, il nomme ses salles en fonction des statues qu'il retrouve à l'intérieur. Il y a l'océan qui se déplace dans cette maison gigantesque. C'est du jamais vu. On ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Et dans ce monde-là, Piranèse il vit tout seul, à part un second personnage qui s'appelle l'autre, dont on sait pas grand chose, hormis le fait que Piranèse le rencontre une fois par semaine pour échanger sur des travaux qu'ils mènent ensemble, notamment pour résoudre cette énigme du palais. Sauf qu'un jour, il va se passer un petit truc qui fait que Piranèse il se dit finalement, on n'est peut-être pas que deux dans ce palais. Et à ce moment-là, tout part en sucette. Alors pour moi, la grande force de ce roman, c'est vraiment déjà l'écriture qui est hyper fluide. On est plongé tout de suite dans le palais. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que Susanna Clarke, elle nous balade. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Mais Piranèse, il se pose des questions que nous, en tant que lecteurs, on ne se pose pas du tout. Et inversement, on se pose des questions que Piranèse ne va jamais se poser. Et moi, ça m'a frustrée au début. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il est teubé en fait, ce mec. Il est vraiment bête comme ses pieds. Et en fait, non, c'est ça la magie du truc. Enfin bref, voilà, pour moi, Piranèse, gros coup de cœur, je valide à 100%. La prochaine sous-catégorie, c'est marron glacé, avec les mots-clés feel good et gourmandise. Et là, j'avais sélectionné meurtre et pépites de chocolat. C'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery, et c'est écrit par Joanne Fluke. Dans ce premier tome, on suit Anna qui a ouvert sa pâtisserie qui s'appelle le Cookie Jar. Bah déjà, je valide. Et un beau matin, son livreur de lait est retrouvé assassiné à l'arrière de sa boutique. Et là, commence toute une enquête autour de la petite bourgade d'Eden Lake, puisque c'est là que vit Anna. Et il se trouve que le beau-frère d'Anna, Bill, est policier et c'est lui qui est en charge de l'enquête. Sauf qu'il va demander à Anna de l'aider puisque elle, comme elle tient un commerce qui est quand même assez réputé dans la ville, elle est au courant d'un petit peu de tous les commérages et elle peut facilement démêler le vrai du faux avec ce qu'elle a entendu. C'est bonne humeur, c'est feel good, il y a des recettes à gogo dans le livre, et moi j'adore ça, les recettes, j'adore manger. Donc vraiment, pour moi, ça m'a vraiment plu, d'autant plus que c'est un cozy mystery qui marche vraiment. L'intrigue était bien ficelée, donc ouais, c'était plutôt pas mal. En plus, on en apprend vraiment beaucoup déjà sur Anna, sur sa famille, sur les autres personnages qui vivent dans la ville, et qu'on va retrouver au fur et à mesure des prochains tomes de la saga. Pour la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices, on avait les mots-clés différence, tolérance et LGBTQI+. Et j'avais choisi de lire Rêve de glace, et c'est le tome 1 des Accords corrompus, écrit par Kelly Sinclair. Comment vous dire que je m'attendais pas du tout à ça. Rêve de glace, c'est un roman fantastique et c'est le premier tome d'une saga de 4 tomes pour l'histoire principale et de 3 ou 4 tomes compagnons sur d'autres personnages de la série. Et dans cette saga, on suit Olina qui, elle a 17 ans et elle est la princesse d'Ossolis, un monde dominé par la chaleur. Le truc, c'est qu'Olina, elle connaît pas son visage et depuis qu'elle est née, elle porte un voile qui cache son visage, donc personne ne connaît son visage, pas même elle, donc elle sait pas du tout à quoi elle ressemble et personne ne sait à quoi elle ressemble. Dans cet univers, on a donc le monde d'Olina, qui est un monde de feu, et à l'opposé, on a Glacium, qui est évidemment un monde composé de glace, de froid. Et comme ils sont opposés, on se doute qu'il y a eu des querelles dans le temps, puisque on nous dit qu'il y a une paix, mais qui est quand même assez fragile. Et pour faire en sorte que cette paix soit stable, chaque monde envoie tous les 3 ans, je crois, une délégation dans le monde opposé. Et au début de ce tome-là, c'est Glacium qui a envoyé une délégation dans le monde d'Olina, qui est donc la princesse de ce monde-là. Et évidemment, elle tombe amoureuse du prince qui accompagne cette délégation. Le truc, c'est que ce prince-là,
pour avoir un gage de l'amour de Lina, il lui demande de lui dévoiler son visage, ce qu'elle n'a donc jamais fait. Et à partir de ce moment-là, c'est le bazar. Et c'est là que débute la vraie histoire. Alors j'ai adoré ce premier tome, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je savais que j'allais aimer, mais pour moi, comme c'était un roman fantasy, je pensais partir sur du young adulte. Alors c'est du young adulte, mais c'est quand même vachement mature, je trouve. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu. L'écriture, elle est super fluide, on est plongé tout de suite dans l'univers qui est hyper bien construit, que ce soit les paysages, la culture, les mœurs, les habitudes des uns et des autres, tous les personnages qui soient principaux ou qui soient secondaires, qui gravitent autour des personnages principaux. C'était vraiment très très bien construit. Bref, les accords corrompus, encore une très bonne découverte et je vais suivre la saga de très très près. Ensuite, on passe sur Vitrine de Noël avec les mots-clés romans graphiques, manga et livres illustrés. Et là encore, j'avais sélectionné 2 livres. Et cette fois-ci, je les ai lus les 2 puisque ce sont des romans graphiques et même particulièrement des mangas. Et j'avais choisi en premier lieu de lire Minuscule, le tome 1-1. Alors moi, j'ai un problème avec les mangas. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à m'y mettre, même quand je suis dedans, c'est pas... Du coup, je l'ai lu puisque ça se lit quand même hyper rapidement, surtout que Minuscule, c'est tout kiki, il se passe pas grand chose, hein, on va se l'avouer, c'est surtout c'est mignon. Et dans Minuscule, on suit 2 personnages qui mesurent environ 9 cm de haut, qui s'appellent Akumei et Mikoshi. Ces 2 amies, hein, elles vivent en coloc dans un tronc d'arbre. Quoi de plus normal. Et elles vivent surtout en parfaite harmonie avec la forêt, les animaux et les insectes qui peuplent cette même forêt. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme je vous le disais, il se passe pas grand chose, c'est surtout mignon, c'est plutôt adressé enfants, ados. Et le deuxième manga que j'ai sélectionné pour cette sous-catégorie, celui-là il m'avait tapé dans l'œil parce que l'intrigue... m'interpellait et j'étais contente de le lire, mais encore une fois, comme c'est un manga, je suivrai sûrement pas la série. C'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1 toujours. Et là on suit Mao Mao qui est une jeune apothicaire, ou du moins apprentie apothicaire, qui s'est fait enlever et qui est réduite en esclavage dans le palais impérial de son pays. Et il se trouve que comme elle s'y connaît vraiment très bien en poison, son don ne passe pas forcément inaperçu. Et grâce à ses compétences, elle va avoir une sorte de promotion. Là, encore une fois, comme c'est un manga, ça n'a pas forcément été ma tasse de thé, même si l'intrigue, finalement, elle me plaisait quand même beaucoup. On partait sur l'étude des poisons, des petites enquêtes par-ci par-là, donc j'ai trouvé ça sympa. Pour la sous-catégorie Scrooge, on avait les mots-clés mensonges, anti-héros et conflits, et j'avais choisi de lire La carte des confins de Marie Repelin. Et là, je suis trop contente parce que ça a été une super bonne découverte. La carte des confins, c'est quoi? En gros, de la trahison, des pirates, de la magie. Franchement, c'était chouette. Encore une fois, c'est plutôt orienté young adulte, donc ça n'a pas forcément été un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même bien aimé. Et la suite de ce tome-là, puisque c'est une duologie, le tome 2 sort dans environ un mois. Et du coup, je me procurerai quand même la suite. Bref, la carte des confins, c'est quoi? C'est l'histoire de Callie et Blake. Alors, Callie, c'est une voleuse hors pair, mais on ne sait rien d'elle au début du roman, hormis qu'elle est en possession d'un compas magique qui va aider à trouver la fameuse carte des confins. Et la carte des confins, elle peut nous amener dans le nouveau monde. Blake, quant à lui, c'est le capitaine pirate le plus célèbre. Il est maître de l'Avalon. Et Blake, son rêve à lui, c'est d'avoir en sa possession cette fameuse carte des confins et de partir découvrir ce nouveau monde. Il y a de la romance, des batailles, des explosions, de la piraterie, bref, tout ce qu'on aime. Ensuite, on passe aux stalactites ensanglantées avec les mots-clés horreur, thriller et suspense. Et là, j'avais décidé de lire Vertèbre de Morgane Cossarieux. L'histoire d'un petit garçon qui se fait kidnapper, mais qu'on retrouve environ une semaine après et on s'aperçoit qu'il lui manque une vertèbre. Et alors je vous avoue que l'intrigue m'avait vraiment plu. Pour moi, on partait sur un polar, on partait sur quelque chose d'un petit peu vraiment dark. J'ai été un petit peu déçue de la direction que prenait le roman puisqu'on part sur quelque chose de vraiment très 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 fantasy. Donc autant vous prévenir. Mais ça a été quand même une chouette lecture, même si j'avoue que la
fin m'a un petit peu déçue, dans le sens où je m'attendais pas du tout à partir sur ce genre de lecture. Ceci dit, il se lit très très vite. Ensuite, on passe sur la sous-catégorie Père Fouettard avec les mots-clés Force obscure, Ténèbres et Enfer. Et encore une fois, si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, vous savez que je vais parler de Chatham parce que j'étais obligée de caser cet auteur dans ce Cold Winter Challenge. Et alors surtout quand j'ai vu ces mots-clés, je me suis dit je vais pas chercher plus loin, c'est sûr que je vais coller un roman de Chatham pour cette sous-catégorie. Et j'ai choisi de lire Le 5e règne. Et alors je crois bien que Le 5e règne, c'est le premier roman de Chatham. Et je trouve que ça se ressent, d'autant plus que moi j'ai l'habitude de lire Chatham et c'est un auteur que j'apprécie énormément parce que justement ses intrigues sont hyper poussées, la psychologie de ses personnages est vraiment travaillée et on est vraiment dedans et on pourrait se dire mais ça peut arriver, même si on part sur de la fantaisie, sur des trucs un petit peu de la sorcellerie ou quoi, on est tellement dedans, c'est tellement bien fait que pour moi, c'est toujours possible que ça arrive. Et là, avec Le 5e règne, j'ai été déçue et c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un de ses premiers romans, voire même le premier roman, parce que j'ai ressenti le fait que, notamment la psychologie des personnages et surtout la psychologie des méchants était pas assez travaillée. Et c'est pour moi un bémol parce que Chatham, j'adore, mais là, ça a pas collé quoi. Alors je dis ça a pas collé, oui et non, j'ai quand même adoré ma lecture, hein, mais bon, je suis restée sur ma faim. Sinon, dans Le 5e règne, on se retrouve en 1995, je crois, à Edgecombe, dans les États-Unis. Et on suit 5 adolescents qui, par hasard, découvrent un grimoire magique dans le grenier du grand-père de l'un d'entre eux. Le problème, c'est que depuis qu'ils ont feuilleté ce grimoire, il se passe des choses un petit peu bizarres. D'autant plus que le mal est déjà dans la ville, puisqu'il y a un tueur d'enfants qui sévit depuis quelques semaines, et donc personne n'est à l'abri. Donc si les romans un peu noirs, polars, où on parle de spiritisme, de fantômes, de monstres, de personnages démoniaques, ça vous plaît, je vous conseille quand même de lire Le 5e règne, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lire du Chatham, parce que du coup vous ne serez pas déçus comme moi. Si c'est un de vos premiers Chatham, je pense que c'est sûr que ça va vous plaire. Si vous avez l'habitude de lire cet auteur, il y a des chances que vous soyez quand même un petit peu déçus par justement le fait que ce ne soit pas aussi creusé que d'habitude dans ces romans. La prochaine sous-catégorie, c'est Un chalet sous la neige avec les mots-clés huis clos, solitude et enfermement. Et là, j'avais choisi de lire L'hôtel de Jana Wagner. Et alors, comment vous dire que je me suis ennuyée? Mais non, je crois qu'en fait, c'est même pas ennuyée le mot, c'est que je me suis énervée. C'est l'histoire d'une bande de potes qui réserve un hôtel donc, en haut d'une montagne et qui le réserve donc pour faire la bringue pendant tout le week-end. Et la première nuit, l'un des personnages meurt. Mais alors quel ennui! Pour vous dire, je ne l'ai pas terminé. Et ça me fait vraiment de la peine parce que c'était un des livres qui me hypait le plus dans ma pile à lire pour ce Cold Winter Challenge et vraiment c'est le seul que j'ai pas pu terminer. C'est même pas que je me suis ennuyée, c'est que j'ai détesté ce livre, j'ai détesté ces personnages, mais dès les premières pages en fait. Alors pour moi ils sont tous antipathiques au possible, ils sont tous détestables. On se rend compte que la plupart ils sont là mais ils se font chier, ils avaient pas envie d'y aller et ils le subissent. Vraiment, je crois que c'est le mot, ils étaient imbuvables. Enfin, c'est vraiment, c'est les Russes qui viennent, qui font la fête, qui se bourrent la gueule du matin au soir. Et limite, leur pote, elle est morte. C'est pas tant le décès de leur ami qui les ennuie, c'est le fait que ils peuvent pas faire la fête, quoi. Et puis ils peuvent pas redescendre dans la ville parce qu'il y a une tempête. Bah mince alors. Bref, je l'ai pas fini et je ne le recommande pas, d'autant plus que j'ai essayé de trouver la fin sur internet parce que j'avais quand même envie de savoir qui était l'assassin et je l'ai pas trouvé puisque la majorité des personnes qui ont lu ce livre ne l'ont pas terminé non plus. La sous-catégorie suivante, on part au pôle Nord avec les mots-clés hiver, froid, neige et pays froid. Et j'avais décidé de lire Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. Et là, j'étais plutôt contente parce qu'on part sur un cozy mystery qui se passe en Russie. Donc vraiment, on est pile dans les mots-clés, encore une fois, ça pouvait pas tomber mieux. Et c'était une super lecture. Ici, on suit Olga qui est une trentenaire qui vit à Roslany, son village natal, et elle est la garde-barrière de ce village puisqu'il est traversé par le Transsibérien.
Et alors moi, fallait pas m'en dire plus, hein, parce que tout ce qui est voyage en train, ligne de chemin de fer, j'adore ça. Et voyager sur le transsibérien, et plus particulièrement sur le transmongol, c'est un de mes rêves. Bref, Olga, elle s'ennuie un petit peu dans sa vie, parce que elle, tout ce qui la botte, c'est plutôt la littérature, elle adore ça, et son rêve, c'est vraiment c'est d'écrire un livre. Sauf qu'un jour, en allant faire des réparations sur sa petite portion du transsibérien, eh ben, il y a un cadavre qui lui tombe sur la tête. Et le lieutenant chargé de l'enquête n'est autre que Vassili, qui est un ancien camarade de classe. C'était vraiment chouette comme lecture, ça reste léger, hein, c'est un cozy mystery, donc on se pose des questions, hein, quand même sur l'intrigue, mais c'est pas... ça n'empêche pas de dormir, hein. L'intrigue, elle tient la route. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça reste quand même un petit peu sur les clichés des Russes corrompus, des Russes buveurs. Mais c'était cool. On était au pôle Nord et maintenant on part au pôle Sud avec les mots-clés voyage, cheminement personnel et évolution. Et là, j'ai choisi de lire La lettre à Lila de Vincent Cuef. Là aussi, c'est un livre que j'avais déjà dans ma liseuse, que j'avais eu de façon gratuite. Et du coup, c'est plutôt bien tombé. La lettre à Lila, c'est un roman très très court qui est une ode à l'introspection, je dirais. C'est un petit roman philosophique qui nous fait nous poser les bonnes questions, je pense. En gros, c'est Lila qui a envoyé une lettre à son ancien prof de philo parce qu'elle se pose des questions existentielles sur sa vie. Et le roman, c'est la réponse de ce prof de philo à Lila. Et il lui répond sous forme de maxime, donc il lui explique un petit peu la vie, il lui dit souviens-toi de ça, souviens-toi de ci, essaye de mettre en application ceci. Et puis bah écoutez, c'était chouette, c'est vraiment très court, hein. Moi j'ai lu ça en 2 petites heures. Je pense que c'est un roman à mettre un petit peu entre toutes les mains, surtout quand on n'est pas très bien dans sa vie. Et que comme Lila, on se pose des questions, c'est très intéressant et je pense même que c'est un roman à lire plusieurs fois. Genre vous le lisez une fois et puis bon bah vous savez à peu près de quoi ça parle, puis vous y revenez. Je pense que c'est un roman limite à considérer comme développement personnel en fait. Pour la sous-catégorie forêt enneigée, on avait les mots-clés animaux et écologie. Et là j'avais choisi de lire Le bruissement des feuilles de Karen Wiggers, où on suit le quotidien de 2 narrateurs, à savoir Nikki, qui est une jeune fille qui est enfermée et asservie par son grand frère. Et on suit aussi Léon, qui lui est garde forestier et qui vient d'emménager dans la ville de Mickey. Donc forcément, ces 2 personnages-là vont finir par se rencontrer. Ils vont commencer par s'allier pour sauver les diables de Tasmanie. Et finalement, ils vont finir par se lier d'amitié et découvrir qu'ils peuvent s'entraider. J'ai vraiment bien aimé ce roman, d'autant plus que comme on est quand même plongé dans le récit, je me suis beaucoup identifiée à Mickey, pas forcément dans ce qu'elle vivait, mais j'arrivais à ressentir ce que elle ressentait, et en même temps j'étais tellement plus en colère qu'elle pour ce qui lui arrivait que j'étais, je dirais pas à fond dans ce livre, mais vraiment ça m'a touchée. La prochaine sous-catégorie, j'avais choisi 2 livres et je n'en ai lu qu'un, ce qui est déjà pas mal. Et donc on partait sur Étoile des neiges avec les mots-clés astronomie, astrologie et science-fiction. Et moi je suis partie plutôt sur science-fiction parce que astronomie, astrologie, ça me tentait vraiment beaucoup, mais j'ai rien trouvé qui pouvait coller. Donc je suis partie sur la science-fiction et j'ai lu Celle qui a tous les dons de M.R. Carey. On était à fond dans la science-fiction puisque c'est dans un monde post-apocalyptique où il y a des zombies. Même si je crois que ce terme-là n'est pas utilisé. Et Celle qui a tous les dons, eh ben, c'est peut-être Mélanie. Qui est notre personnage principal et qui est une petite fille qu'on suit au début du roman, qui est enfermée quelque part, mais plus ou moins séquestrée, mais en même temps, on ne sait pas trop pourquoi, d'autant plus qu'elle se retrouve tous les matins attachée à une chaise roulante et on l'attache notamment aux poignets, aux pieds et surtout à la gorge et on n'en sait pas plus. La 4e de couverture ne nous en dit pas beaucoup plus et c'est tant mieux. D'ailleurs moi-même je ne vais pas vous en dire plus parce que ça risquerait de gâcher la découverte si jamais vous voulez le lire, mais c'était vraiment sympa. Sachez juste que ça reste quand même assez gore, faut avoir l'estomac bien accroché, hein. L'avant-dernière sous-catégorie, on y est presque, tenez bon, c'est Baba Yaga avec les mots-clés sorcellerie, féminisme. J'avais choisi de lire Un bûcher sous la neige
de Suzanne Fletcher, et là c'était aussi une grande réussite. Alors j'avais peur de pas trop accrocher quand j'ai commencé à lire, et finalement je me suis retrouvée plongée dans l'histoire et j'ai adoré, et là encore je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Du coup ça va être très difficile de départager ma meilleure lecture de 2022, puisque déjà sur le mois de janvier j'en ai deux qui en plus se suivent, hein. Je crois que j'ai lu Piranèse et j'ai lu Un bûcher sous la neige juste après, et c'est de là gros coup de cœur. Un bûcher sous la neige, c'est un roman inspiré de faits réels. Ça se passe en Écosse à la fin du XVIIe siècle, et il faut savoir que Corag, donc le personnage principal, a vraiment existé. C'est une jeune femme solitaire qui a été condamnée au bûcher, à brûler vive, parce qu'elle est accusée de sorcellerie. Et on pense qu'elle a assisté au massacre de Glencoe, où il y a eu des centaines de personnes qui ont été massacrées, hein. Donc on suit à la fois Corag, qui est enfermé en prison mais qui livre son histoire et son récit à Charles Leslie, qui est un prêtre qui à la base vient l'interroger parce qu'il s'intéresse au massacre de Glencoe de façon politique. Et puis finalement il commence à découvrir Corag, à plus ou moins à s'attacher à elle. Donc on découvre peu à peu l'enfance et l'histoire de Corag jusqu'à ce jour maudit du massacre de Glencoe. Vraiment c'était une très belle histoire. On s'attache vraiment au personnage, hein, que ce soit dans le cœur de l'histoire de Corag et dans le roman dans sa globalité. C'était vraiment beau. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré. Je suis une grosse pleureuse, mais jusqu'à présent, je crois que dans tous les livres que j'ai cités, j'avais pas trop versé de larmes. Là, Un bûcher sous la neige, j'ai vraiment beaucoup pleuré. C'est vraiment un personnage touchant. Moi, ça m'a vraiment touchée. C'était beau. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment beau. D'ailleurs, je vous le recommande. Surtout si vous cherchez une lecture qui est inspirée de faits réels. Encore une fois, je le répète, hein, Corag, elle a vraiment existé. L'histoire que vous allez lire, alors évidemment, elle est romancée. Et évidemment, on construit sur des choses qu'on a découvertes de façon archéologique. Mais faut se dire que ça a vraiment existé, ça. Et la dernière sous-catégorie, on y est, c'est Yule, avec les mots-clés mythes et contes. Et là, j'avais choisi de lire Médusa, de l'autre côté du mythe, le 3e tome de Flora Boukri. Donc Médusa, qui est donc le personnage de Méduse, hein, dans la mythologie grecque. Et alors moi, je suis une grande fan de mythologie grecque, donc forcément, c'était sûr que ça passerait. Alors c'est passé, mais c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Ceci dit, c'était quand même une belle lecture. D'autant plus que ça se lisait quand même assez vite, hein. Vous voyez, ça reste quand même assez rapide à lire. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans le sens où on découvre le personnage de Méduse d'une autre façon, à savoir son enfance et tout ce qui s'est passé avant qu'elle devienne le monstre mythologique qu'on connaît. Et j'ai trouvé ça très chouette. Ceci dit, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que ça s'adresse à un public relativement jeune, mais averti un petit peu quand même, parce qu'on aborde aussi des sujets un petit peu compliqués comme le viol et les automutilations. Alors les mots sont pas forcément utilisés, mais ça reste quand même très fortement sous-entendu, donc on fait attention, on met pas forcément dans toutes les mains non plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo bilan du Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, hein, si ça vous a plu ou pas. Si vous avez suivi le Cold Winter Challenge et quelle lecture vous avez fait si jamais vous avez suivi ce challenge. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de découvrir justement ce que d'autres personnes ont pu lire. Ma palle, elle était quand même largement inspirée de personnes que j'ai suivies sur Booktube et d'autres youtubeurs et youtubeuses. Ceci dit, je suis toujours preneuse de nouvelles recommandations, donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez lu, et si jamais vous avez lu un de ces romans présentés ici, qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!